Annie Combel, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacée pour venir témoigner. Alors, je suis tout à fait impressionnée par votre parcours professionnel et d'entrepreneur, puisque vous faites partie des pionnières qui ont osé aller dans un secteur plutôt masculin, puisque vous avez été une des premières femmes ingénieures en aéronautique. Alors, dites-moi, avant que vous nous expliquiez comment vous en êtes venue là, les avions, quand vous étiez petite, c'était déjà une passion? Vous piquiez les jouets des garçons? Non, du tout. Je vais être très honnête. Il se trouve que j'ai passé un concours d'ingénieur. Parmi les écoles qui m'étaient ouvertes, il y avait Super-Héros. Et j'avais un père qui aurait rêvé de faire super-héros et qui n'avait pas pu pour une raison de santé, donc pas du tout parce qu'il n'en était pas capable, loin de là, puisqu'il était ingénieur aussi. Et donc il a sans doute contribué à ce que je fasse ce choix, puisque j'avais la possibilité d'entrer à super-héros. Vous aviez quand même une petite fibre, comment dire, scientifique, certes, bien sûr, parce que j'ai aussi passé le concours de Normal Sup, que j'ai brillamment raté d'ailleurs, et je n'ai pas voulu recommencer une deuxième année. J'ai déjà à l'époque, j'étais très pragmatique en me disant que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'étais reçue. Et puis peut-être que l'échec, dans certains cas, c'est peut-être pas si mal, puisque en fait ça vous a bien réussi. Oui, tout à fait. Alors donc vous avez été ingénieur assez jeune. Vous êtes rentré rapidement dans la vie active. Aujourd'hui, vous êtes, paraît-il, le porte-parole, le fer de lance de l'ingénierie informatique, du génie logiciel, dit-on, c'est ça? On dit comme ça, oui. Voilà, donc du génie logiciel. Ingénierie logicielle. Voilà. Et vous avez une reconnaissance internationale. Donc, tout à fait. Mais quand on démarre, jeune femme, dans une entreprise comme Airbus, puisque je crois que c'est vous qui avez fait, vous avez, avec votre équipe, les systèmes de pilotage automatique. Oui. Voilà, donc ça doit pas être facile tous les jours. Pas si difficile. Pas si difficile. Je peux dire que je n'ai jamais été dans un contexte où il a fallu que je me batte vraiment pour faire reconnaître le fait que même une femme était capable de. Et même chose étonnante, c'est une femme qui m'a recrutée. Donc, elle n'était pas aux ressources humaines, elle était elle-même ingénieure, et c'est elle qui m'a recrutée. Elle était tellement contente d'en trouver encore. Sans doute. Pour venir là-dessus. Sans doute. Et donc, j'ai toujours eu, pratiquement, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais pratiquement toujours eu des responsables, des chefs, qui m'ont laissé faire finalement, mettre en œuvre mes idées sans être contraignant, sans être désagréable, etc. Donc, comme quoi, en fait, je crois que on recrute un potentiel, on recrute des qualités, et puis le reste, ça se fait quand on donne les preuves. Je crois qu'il faut prouver qu'on mérite la confiance, et après les choses se font naturellement. Alors, un beau jour, vous avez décidé de créer votre entreprise. Exactement, parce que, vous aviez une petite fibre entrepreneuriale quelque part. Alors, j'avais une fibre entrepreneuriale. J'avais aussi de plus en plus de mal à supporter les codes des grandes entreprises françaises. Une hiérarchie pesante, des autorisations à demander à tellement de niveaux, et puis le fait que effectivement on pouvait avoir des idées, et quelquefois la stratégie c'était pas celle-là, et donc on m'empêchait de mettre en œuvre vraiment quelque chose qui était à moyen terme. Donc je me suis dit au fond, la création d'entreprise va m'assurer la liberté des choix. Stratégique. Alors, il y avait aussi le fait qu'à l'époque, quand j'ai décidé ça, j'étais à la tête de 400 personnes, dans un contexte commissariat à l'énergie atomique, filiale du commissariat à l'énergie atomique, donc où il y avait des syndicats très forts. Je passais beaucoup de temps à gérer des questions syndicales, et je faisais plus énormément de technique, et ça m'allait pas du tout. Donc j'ai dit, repartons à quelque chose de petit que je construirais comme je l'entends, à mon image, et je ferai vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors justement, j'ai envie de vous demander, moi j'entends souvent me dire, oui, mais
disons les pionnières, comme on les appelle, hein, parce que bon, c'est quand même à l'époque, il n'y avait pas tant de femmes que ça qui accédaient des postes de haute responsabilité comme ceux que vous avez eus. C'est parce que elles se sont comportées comme des hommes, qu'elles ont endossé le costume d'homme. Et vous, est-ce que vous avez à un moment ou à un autre dû abandonner, par exemple, certaines valeurs qui vous tenaient? Non, pas donc du tout. on peut très bien rester moi-même, naturelle, avec mon mauvais caractère de temps en temps ou mes croyances profondes. Bon, j'ai eu 2 enfants, ça m'a pas empêché, tout en travaillant, ça m'a pas empêché de continuer. Et je me suis toujours dit que d'abord le peu de temps que je passais avec eux, il fallait que ça soit de très bonne qualité, donc certainement pas à faire des travaux ménagers. Et puis je me suis dit un jour ils seront peut-être fiers de leur mère, donc après tout j'aurais peut-être pas été la maman qui allait les conduire à la danse, à la musique, au machin, au truc et au bidule, mais ils auront peut-être une certaine reconnaissance vis-à-vis de leur mère, et je pense que c'est un peu le cas. Alors vous avez comment dirais-je, quand vous avez créé cette entreprise, au bout d'un certain nombre d'années, vous vous êtes retrouvé un peu coincé dans votre développement et vous avez eu Absolument. le courage, Oui. parce qu'il faut un certain courage quand même, de dire je la vends. Oui. Pour assurer sa croissance, son développement, notamment en Europe, voire à l'international, parce que moi, toute seule, je ne pourrais pas. Alors, moi, toute seule, je ne pourrais pas. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir une couverture, enfin, une taille un peu plus grosse d'un seul coup. Alors, effectivement, quand j'ai discuté avec l'entreprise qui nous a reprises à l'époque, j'ai été très claire au début en leur disant je ne vends pas pour m'en aller, je vends donc pour cette raison-là, et donc je souhaite avoir une position dans le nouvel ensemble qui me satisfasse. Donc c'était une condition aussi au cours de la négociation et de la vente. Voilà, donc vous avez racheté, maintenant vous êtes associé à des managers pour... Absolument, nous avons fait un MBO en 2011, donc nous avons complété en juillet 2011, juste avant qu'il ne soit trop tard pour que les banques soient intéressées à mettre un peu d'argent sur la table, puisque là on leur a demandé quand même un concours bancaire, donc c'est BNP Private Equity qui nous a supporté, qui nous supporte, et surtout, comme vous dites, les managers des différents pays. Et qu'est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur justement d'associer en fait vos collaborateurs dans... Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose que j'aurais déjà voulu faire les fois précédentes et qui n'avait pas été possible parce que j'avais peut-être pas les managers. Enfin, pourtant certains qui sont aujourd'hui dans le tour de table étaient déjà là, mais ils étaient plus jeunes, donc peut-être avec moins de. Ils n'étaient pas prêts. Voilà, ils n'étaient pas prêts. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir pu le faire avec eux et avec des gens avec qui je travaille depuis 10 ou 15 ans, donc que je connais très très bien. Et vraiment, ça me fait très plaisir de les avoir autour de moi. Et je dois dire que l'état d'esprit des réunions de management, on se retrouve les mêmes qu'avant le management buyout, mais l'état d'esprit a changé autour de la table, en beaucoup plus constructif, beaucoup plus, ils vont beaucoup plus s'aider les uns les autres. Donc c'est vraiment agréable. Est-ce que vous pensez que ça justement, que cette façon de manager est plus féminine et que le fait que peut-être que les femmes on arrive mieux au consensus, est-ce que vous expliquez Alors peut-être je pense qu'on a cette dimension d'intuition, de sensibilité féminine finalement, qui nous font peut-être inconsciemment, je dis pas que c'est toujours conscient, mais inconsciemment sentir une atmosphère qui est en train de changer, un collaborateur qui se sent plus épanoui, qui donne plus de lui-même, parce que finalement c'est ça qu'il faut obtenir de tous ces collaborateurs, c'est qu'ils aient toujours envie de donner plus. Oui, surtout que vous êtes, on n'a pas trop parlé de votre métier parce que j'avoue, c'est extrêmement compliqué. Alors déjà, non, c'est pas très compliqué. Le B2C, le C2C, le CRM, alors là, le comment? CMMI. Voilà. Oui, donc voilà.
donc, ce qu'on fait, c'est finalement, on essaie de mettre en œuvre des bonnes pratiques dans un métier particulier qui est l'informatique, qui est le développement et la maintenance informatique. Mais on tourne toujours autour de bonnes pratiques pour qu'il y ait plus de qualité au bout, qu'il y ait un meilleur contrôle des les coûts, systèmes d'information. Voilà, exactement. Voilà. Donc, alors, comment, justement, ça doit impliquer pas mal de recherche et de développement pour être toujours à la pointe. Absolument. Il faut toujours savoir un petit peu quel va être il faut être très en avance, le pas en suivant. fait, parce voilà, que... exactement. Parce que là où on est compétitif, c'est effectivement quand on aide les organisations avec lesquelles on travaille, hein, qui sont toujours des grands comptes, à finalement être un petit peu les premiers à mettre en œuvre une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de faire, mais les premiers sans essuyer trop de plâtre non plus. Ça, donc c'est toujours en veille, voilà, mais après exactement. le côté, alors robuste quand même. Comme vous manquez d'occupation, vous intervenez comme mentor. Hein, oui. Donc dans diverses associations. Absolument. Donc que vous apporte justement le mentorat? Vous avez eu envie de redonner. Voilà, j'ai eu à un moment donné envie. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu premièrement donc notre MBO s'est déroulé sur une période un petit peu longue. Il y a eu deux grandes étapes. Et je dirais la première étape, j'ai bien senti qu'on n'arriverait pas au bout dans la première étape. Donc j'avais besoin de trouver un échappatoire parce que vraiment il fallait j'étais sortir énervée, un peu le nez frustrée, du voilà, exactement. Et donc j'ai mis un peu le nez dehors et puis je me suis dit au fond pourquoi ne pas redonner un petit peu de ce que tu as appris tout au long de ta carrière. Et j'ai eu la chance, alors vraiment pas, ça a été tout à fait fortuit, mais il y a des rencontres comme celle-là dans la vie. Les hasards, voilà. J'ai rencontré Martine Liotto. Que j'ai eu le plaisir d'interviewer aussi. Voilà. Donc vous savez à quel point elle a aussi un parcours tout à fait remarquable. On s'est rencontrés à un petit déjeuner où on était invités toutes les deux. Vraiment, on n'avait aucune raison de se rencontrer. Et puis on était assises l'une à côté de l'autre, on s'est mis à bavarder et on a trouvé qu'il y avait des choses qu'on avait en commun. Et Martine était en train de réfléchir à ce réseau de mentoring. Et voilà comment j'ai accepté d'en faire partie. Et je me suis rendu compte que dans cette opération de mentorat, on recevait autant qu'on donnait. Et ça, c'était pas forcément dans ma tête au départ, mais finalement, ces jeunes femmes qu'on a, enfin, en l'occurrence Florence Axel que vous avez aussi interviewée, qui est donc la jeune femme que je mentore, elle a un parcours elle aussi extraordinaire. Il a fallu que je lui redonne beaucoup confiance en elle. Elle était à un stade où elle avait un petit peu perdu confiance dans ses capacités. Et tous les sujets qu'on a abordés, ça m'a fait revisiter des choses, repenser aussi à des schémas. Donc franchement, oui, c'est effectivement, c'est vraiment des initiatives qu'il faut promouvoir. Alors vous qui voyagez partout dans le monde, hein, puisque vous êtes aussi bien en Chine, oui, à Singapour. Voilà, vous allez aux États-Unis régulièrement. Comment expliquez-vous le faible taux d'entrepreneurs que nous avons dans ce pays, puisqu'on est au 19e rang, je crois, en création d'entreprises. Alors c'est l'un des sujets que j'aborde dans une autre de mes initiatives personnelles et privées, je dirais. Donc nous avons un comité exécutif d'anciens de super-héros, donc on est environ une centaine pas seulement d'entrepreneurs, mais aussi de gens qui sont dans des rangs de seniors, VP et autres, des N-1 de CEO en tout cas. Et donc on s'est penché sur un certain nombre de problématiques dont celle de l'entrepreneuriat. Pourquoi il y a aussi peu d'entrepreneurs en France ? Et la constatation, c'est qu'on n'enseigne pas dans nos écoles d'ingénieurs l'entrepreneuriat. Les jeunes, quand ils sont dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est la même chose. On leur apprend un métier pour entrer dans une grande entreprise, mais on ne leur inculque absolument pas qu'une petite entreprise, une PME, peut être intéressante. Je dirais même pire, ils ont peur de la PME. Ils ont peur parce qu'ils se disent « Oh, je vais prendre un risque,
peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que j'ai pas la sécurité de l'emploi. Je n'ai pas la sécurité de l'emploi. Alors que c'est complètement l'inverse. Un entrepreneur, enfin un patron de petite entreprise, s'il doit licencier, il est tellement malheureux. Il va faire tout ce qu'il peut pour ne pas licencier. Vous, dans un grand groupe, vous êtes un numéro, et on le voit bien en ce moment, il n'y a aucune sécurité de l'emploi. Alors, je crois que c'est vraiment au niveau de l'enseignement, voire même dans les classes secondaires, qu'il faudrait vraiment inculquer que l'entrepreneuriat et pour les femmes en particulier, alors comment expliquez-vous qu'on n'est que 20% de femmes là, c'est encore pire, c'est-à-dire que vous avez en plus le plafond de verre qu'on met sur la tête des femmes. Ou qu'elles se mettent alors qu'elles se mettent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est uniquement les femmes qui se le mettent, c'est pas la société. Elles se mettent elles-mêmes des contraintes, des inhibitions. Oh mais je n'ai pas les capacités pour. Oh mais je ne peux pas candidater, etc. Je crois que il faut oser, c'est tout. Et puis si on vous dit non, ça sera non. Mais au moins vous aurez osé, vous n'aurez pas de regrets. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat donc féminin, c'est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les capacités, qu'elles ne sauront pas aller négocier un prêt, etc. Et elles seront certainement aussi bien, voire peut-être mieux. Vous, qu'est-ce qui vous fait marcher au quotidien, en fait, quand vous levez le matin, c'est tous les jours que vous partez dans votre entreprise avec... Absolument. Ce qui me fait marcher, c'est de me dire, bon voilà, quelle est la le nouveau pas qu'on va faire, quel nouveau service on va pouvoir penser. En ce moment, par exemple, je réfléchis beaucoup à toutes ces notions autour de l'énergie, les smart grids, etc. Je me dis, on a certainement un rôle à jouer là-dedans, lequel, donc je suis à la recherche du chemin, et un certain nombre de nos consultants sont intéressés à creuser avec moi, à réfléchir. On s'envoie des emails où on se parle au téléphone quand ils sont à l'autre bout du monde pour échanger. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui va être novateur demain? Et est-ce que, alors vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous avez l'impression que cette crise-là, qui pèse là, c'est pas le plafond de verre là, c'est la dalle de béton qui est sur nos frêles épaules d'entrepreneurs là. Vous avez l'impression que c'est typiquement français ce climat? Aujourd'hui, je dirais, c'est très français. On a au moins 2 zones de croissance fortes en 2012 prévues. C'est l'Italie. Or, l'Italie est européenne, donc devrait être dans la même problématique que nous. Pas du tout. Ils ont énormément de possibilités, de contrats, etc. Et puis Singapour. Parce que le tissu entrepreneurial est beaucoup plus, important dans ces pays. Il y a beaucoup de petites entreprises et que les petites entreprises n'ont pas d'état d'âme. Il faut être riche pour quelque part avoir le temps de se morfondre sur. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, à la veille, puisqu'on vient juste de démarrer une nouvelle année, quels sont vos souhaits justement pour toutes ces femmes qui vont nous écouter? Écoutez, j'espère qu'on arrivera à convaincre quelques femmes de franchir le pas et de devenir entrepreneurs, effectivement, de se faire plaisir. Parce que je pense qu'on se fait plaisir, il faut vraiment oser, mais on a toutes des sujets qui nous tiennent à cœur et pourquoi ne pas partir sur cette envolée et quand il y a une crise, il y a forcément des opportunités. Donc c'est maintenant qu'il faut les saisir. C'est pas dans 6 mois, parce que dans 6 mois, ça sera peut-être déjà, voilà, exactement. Et puis se dire que même si on échoue, on apprend toujours. Et ça aussi, c'est un drame français. Oui, c'est que l'échec est très très mal vu. Or, l'échec est une façon d'apprendre. Et au contraire, on va en tirer beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, les Américains dans la Silicon Valley, ils savent ça. Au contraire, plus vous avez d'échecs, mieux vous êtes vus. Donc c'est l'inverse. Et je pense que ça aussi, c'est un autre plafond de verre qu'il faut faire craquer. C'est ce que je dis toujours, pour se donner le droit à la réussite, il faut aussi se donner le droit à l'échec. Absolument, on n'est pas parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Annie. Alors, mesdames, vous avez entendu, allez-y, on n'attend plus que vous et les mentors, pourvu qu'il y ait que ça fasse émulation. Donc, c'est vraiment super de pouvoir effectivement compter sur quelqu'un d'expérience. Eh bien, écoutez. Merci beaucoup. Merci.